La crise de la vache folle, les autorités britanniques décident de sacrifier 40 000 têtes de bétail alors qu'une étude scientifique semble confirmer l'hypothèse de la transmission à l'homme de cette maladie. La réforme de la sécurité sociale, les médecins contestataires brandissent la menace d'une grève du zèle touchant notamment les arrêts de travail. Jacques Chirac en Picardie plaide pour un urbanisme plus humain. Madame, Monsieur, bonsoir. 10 ans, quasiment jour pour jour, après la catastrophe de Tchernobyl, une erreur humaine a provoqué dans cette centrale nucléaire une fuite radioactive qui a occasionné une contamination dépassant de 2 à 7 fois les normes prévues. José Blanc-Lapierre. C'est cette cheminée qui est en cause. Plus exactement, le remplacement de son filtre usagé. Au moment de l'opération, les règles élémentaires de sécurité n'ont pas été respectées. Faute de protection, c'est-à-dire d'un emballage approprié, les poussières radioactives contenues par le filtre se sont dispersées. Une erreur humaine, une de plus, qui a causé la contamination de plusieurs bâtiments. Selon le directeur, les employés présents au moment de la manipulation auraient été contaminés eux aussi, mais pas gravement. Pourtant, ces poussières sont fortement radioactives. Elles proviennent du sarcophage qui recouvre le réacteur accidenté il y a 10 ans. Cette cheminée est une partie sensible de la centrale. En fait, elle est commune au réacteur qui a explosé et à celui qui fonctionne toujours, le numéro 3. En voici l'intérieur sur ces images. Selon les Occidentaux, cette situation ne peut plus durer. Le sarcophage est fissuré, il menace de s'effondrer. Il pourrait alors entraîner le réacteur voisin dans sa chute. Cette semaine, à la veille des 10 ans de la catastrophe, un autre danger menaçait Tchernobyl. Plusieurs incendies se sont déclarés à proximité de la centrale. Dans ces flammes, des particules radioactives qui ont multiplié la contamination par 20. 10 ans après, Tchernobyl reste une menace. On estime à environ 3 millions le nombre de personnes touchées en Ukraine par les radiations provoquées par l'explosion du réacteur numéro 4 et à 4 200 le nombre de décès attribués directement à cette catastrophe. Beaucoup d'Ukrainiens, 10 ans après, continuent à souffrir dans leur chair. Reportage de nos envoyés spéciaux Dominique Thiers, Patrick Vincent. La clinique numéro 6 de Moscou, les grands brûlés de Tchernobyl, y sont encore soignés. Le docteur Gouskova reçoit ce matin-là Piotr Palamarchuk, un ingénieur, l'un des 2 survivants de la salle de contrôle du réacteur numéro 4, celui qui a explosé il y a 10 ans. La radioactivité ronge son corps. Piotr porte toujours dans ses chairs les traces du feu nucléaire. À 45 ans, il est invalide à vie. Le patient que vous avez vu aujourd'hui avait reçu une dose de radiation a priori mortelle. Sa moelle osseuse était très gravement affectée. Il a subi une transplantation de la moelle, elle n'a pas pris, il l'a rejetée, mais il a pu quand même se rétablir. Plus rien n'est comme avant. Même si les anciennes autorités soviétiques lui ont octroyé logement et pension à proximité de l'hôpital, Piotr est épuisé au moindre effort. Sa femme fait chaque jour le constat du changement. Notre vie a été bouleversée. Et même si les choses semblent s'améliorer, nous ne retrouverons plus notre joie d'avant. Le regard souvent perdu, Piotr est dévoré par une obsession. Là-bas, à 1000 km de Moscou, ils sont des dizaines de milliers à vivre encore à 2 pas du danger. Je ne dis pas qu'il faut fermer toutes les centrales. Mais celle-là, Tchernobyl, oui, il faut la fermer. Il y a des enfants et des bébés qui naissent. Je considère que les laisser vivre dans cet endroit, c'est véritablement se moquer du monde. Les suites de la crise de la vache folle, les autorités britanniques semblent avoir choisi la conciliation. La Grande-Bretagne a en effet confirmé aujourd'hui devant ses partenaires européens sa décision de sacrifier 40 000 têtes de bétail, et cela pour démontrer sa bonne volonté. À Londres pour France 2, Bernard Lebrun. Question, ce bœuf doit-il être sacrifié sur l'autel de la consommation pour rétablir la confiance du public européen dans la viande britannique? Oui, répondent en chœur les 15. Oui, mais, disent les Anglais, si seulement ils obtiennent en retour, au minimum, un assouplissement de cet embargo qui frappe terriblement l'industrie agroalimentaire britannique depuis le 27 mars.
les mesures annoncées seront-elles suffisantes? Dès lundi, comme par hasard, jour d'ouverture à Luxembourg du Conseil agricole des 15, démarrera la première phase du plan d'abattage. 250 000 animaux de plus de 30 mois, en fait principalement des vaches réformées de plus de 7 ans, sont visés. Abattage, puis incinération totale. Deuxième phase du plan, révélé aujourd'hui, un programme d'abattage sélectif de 40 000 bovins, touchant en priorité les troupeaux contaminés, soit un chiffre 100 fois inférieur aux 4 millions de bêtes envisagées au plus fort de la crise, mais c'est déjà cela. Seulement voilà, de retour à Londres cet après-midi, Douglas Hogg, ici même au Parlement, a déclaré que ce programme d'abattage sélectif s'inscrivait uniquement dans un contexte de levée de l'embargo. En clair, ça s'appelle du chantage, pas de levée d'embargo, pas d'abattage sélectif en Angleterre. D'autre part, les médecins londoniens étudient actuellement 3 nouveaux cas suspects de maladie de Creutzfeldt-Jakob qui pourraient avoir un lien avec la maladie de la vache folle. Selon une étude publiée par l'hebdomadaire scientifique Nature, l'hypothèse d'une transmission à l'homme de l'ESB, l'encéphalopathie spongiforme bovine, semble hélas se préciser. Jean-Daniel Fezaki. L'épisode le plus récent dans la saga de la vache folle nous vient d'Oxford. Les chercheurs de cette université ont analysé les prions fabriqués à l'état normal par le cerveau de 43 espèces différentes. L'arbre de famille montre que le prion de la vache est très près de celui du mouton, mais éloigné de celui du chimpanzé ou encore de l'homme. L'analyse a cependant réservé une certaine surprise aux chercheurs. Le chapelet d'acides aminés, qui constitue le prion de l'homme, a 2 particularités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, sauf chez le prion de la vache. Publié aujourd'hui dans la revue Nature, ce travail alimente déjà les spéculations. S'il est impossible scientifiquement de dire qu'il existe un lien entre les 2 maladies, celle de la vache et celle de l'être humain, pour des spécialistes comme Kimberly Kerr, ce travail marque une étape très importante. D'une certaine manière, il s'avère que ces protéines, donc de l'être humain et de la vache, sont plus apparentées qu'on ne l'aurait cru, sont plus similaires. Cela pourrait peut-être dire que si un agent puisse infecter la vache et changer la protéine de la vache dans une mauvaise forme, elle aura peut-être plus de facilité à changer la protéine de l'être humain que l'on ne l'aurait cru. Il faudra au moins encore 2 ans d'expérience à partir de ces travaux pour savoir s'il existe ou non un lien entre maladie animale et maladie humaine. Après l'adoption hier en Conseil des ministres de l'ordonnance sur la médecine de ville, les syndicats médicaux opposés à cette réforme brandissent la menace d'une sorte de grève du zèle. Jacques Barrot, le ministre des Affaires sociales, a réagi en mettant en garde les médecins qui, selon lui, se mettraient en marge de la société française. Reportage Jean-Paul Chapelle, Frédéric Basquet. Avant de signer un arrêt de travail, ce médecin va prendre d'infinies précautions. Pour ne pas être accusé de dépenses abusives, il se contentera de proposer l'arrêt maladie sous réserve de l'accord préalable du médecin conseil. Nous allons prouver que nous faisons tous une médecine correcte et que les arrêts de travail qui sont actuellement dispensés le sont et sont justifiés. L'objectif de cette grève du zèle, engorger les rouages administratifs de la Sécu pour bloquer le système. Mais les médecins conseils se veulent rassurants, ils ne tomberont pas dans le piège. Nous prélevons sur ces arrêts de travail, en fonction de certains critères, un certain nombre de dossiers que nous contrôlons. Les autres sont acceptés d'emblée, rien ne sera changé, les assurés seront payés pour leur arrêt de travail. Autre mot d'ordre des syndicats, ne pas fournir de feuilles de soins lorsque le médecin se contente de délivrer un certificat médical. Là, le patient ne pourra pas être remboursé par la Sécu. Mais cette grève du zèle ne devrait pas être très suivie. Les médecins qui appliqueront ces consignes risquent de perdre une bonne partie de leur clientèle. Petite flambée des prix en mars avec une hausse de 0,6% par rapport à février, la plus forte hausse mensuelle enregistrée depuis août 90. En rythme annuel, l'inflation s'établit à 2,3%. Et puis, conformément à la loi et à l'inflation, le SMIC augmentera de 2% à compter du 1er mai prochain. En déplacement dans la Somme, Jacques Chirac a assisté à un conseil municipal délocalisé dans le quartier nord d'Amiens. L'occasion pour le chef de l'État de plaider pour un urbanisme plus humain. Reportage Guylaine Chenu, Maryse Richard. Souvenir, souvenir. Il y a un an, le candidat parlait de fracture sociale. Aujourd'hui, le président continue de la constater. La méthode n'a pas changé, le contact direct. Et vous voyez une amélioration ces derniers temps ? Chômage, impayé de loyer, retard scolaire, l'amélioration pour ce quartier nord d'Amiens, c'est peut-être d'être classé demain zone franche. Vous avez combien de mètres carrés là ? Commerçants, associations, habitants, le président interroge. Le président est partout, même sur les écrans de cette télévision locale qui retransmet l'événement au café et dans les foyers.
On aimerait s'en aller. Moi, j'aimerais m'en aller maintenant. Jacques Chirac, beaucoup le regardent en famille, tout en parlant de la zone franche. Les emplois qui vont être dans la zone franche ne seront pas des emplois smicards, par exemple. Donc, quel va être le problème aussi pour les RMI, pour les chômeurs qui sont comme ça? Parce que ça va pas valoir plus le coup pour eux de faire des stages. J'embauche immédiatement 2 personnes. Un cuistot et une serveuse, ça c'est sûr. Le dossier des zones franches, c'est justement celui que Jacques Chirac est venu défendre ce matin au conseil municipal, qui siégeait dans le quartier. Au nom des grands principes, on peut naturellement être pour ou être contre. Mais au nom des réalités auxquelles nous sommes confrontés, c'est une solution qui est une solution raisonnable, naturelle, parce qu'elle est humaine. Une méthode pour les quartiers qui vaut pour tous les domaines. Jacques Chirac écoute, constate, pas de solution miracle, mais l'image d'une présidence modeste. Roger Garaudy, l'auteur d'un livre très contesté intitulé « Les mythes fondateurs de la politique israélienne », a été mis en examen aujourd'hui pour contestation de crimes contre l'humanité. Michael Darmon. Roger Garaudy, un auteur familier des tribunaux. Mais cette fois, le philosophe ex-communiste innove. Il est mis en examen parce qu'il conteste dans son dernier livre ce qu'il appelle le dogme des 6 millions de juifs exterminés par les nazis. Des thèses avancées jusque-là par des auteurs d'extrême droite. Moi, je n'ai commis aucune erreur. Je me sens très solide là-dessus. Je n'ai pas commis d'erreur, c'est la première réponse à l'appel de son ami l'abbé Pierre lancé la veille au cours d'une réunion de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. Invité à faire son autocritique et à retirer sa caution morale à l'ouvrage de son ami Roger Garaudy, l'abbé Pierre continue de souhaiter un débat ouvert sur l'existence des chambres à gaz. Je réexprime ma confiance à l'homme, mais je ne soutiens aucune de ses idées, puisque je dis que je les ai pas lues. J'ai l'espérance que si on lui démontre, là, sur ça, tu te trompes, il dira, je me suis trompé. J'espère. La réunion tient à la fois du conseil de discipline et de la séance de négociation, jusqu'au communiqué final, l'appel à Roger Garaudy. Si tu maintenais tes affirmations contredites dans la réunion de ce soir à la LICRA et contredites par les pages que je t'envoie, je ne pourrai plus te garder mon estime et la confiance. Un point, terminé. À la LICRA, on est soulagé, il n'y a officiellement plus d'affaire Abbé Pierre. Sauf que l'abbé Pierre n'est revenu que partiellement sur ses propos, manière pour le vétéran du comité d'honneur de la LICRA de ne pas trahir Roger Garaudy, son ami de longue date. Plus de 10 parents étrangers d'enfants de nationalité française ont entamé aujourd'hui leur 11e jour de grève de la faim à l'intérieur de la cathédrale de Versailles. Après avoir reçu une délégation, le préfet des Yvelines s'est engagé à régulariser une centaine de dossiers. Au lendemain de l'abrogation par l'OLP des articles de la charte palestinienne niant le droit d'Israël à l'existence, le parti travailliste israélien de Shimon Peres a à son tour abrogé officiellement son opposition à la constitution d'un État palestinien. À Jérusalem pour France 2, Charles Anderlin. Pour les délégués du CNP qui l'ont voté, l'amendement de la charte palestinienne ne contredit pas le principe de la solidarité interarabe. Nous sommes avec le peuple libanais qui lutte contre l'occupation israélienne et aussi nous sommes pour une solution politique pour cette affaire. Les Palestiniens ont fait le choix stratégique de créer leur État par la négociation. Et le vote d'hier soir intervient au moment où Shimon Peres est fragilisé par la crise libanaise. Le Premier ministre israélien doit donner une contrepartie, peut-être un retrait d'Hébron dans les toutes prochaines semaines. Déjà aujourd'hui, son mouvement, le Parti travailliste, a rayé de sa plateforme électorale toute opposition à la création d'un État palestinien. Depuis l'accord d'Oslo en 1993, le processus de paix a résisté à toutes les crises, à tous les massacres. Point de vue tout à fait différent de la part de la population palestinienne du Liban, alors qu'en 15 jours, l'armée israélienne a tiré 23 000 obus sur des positions supposées du Hezbollah. Reportage de nos envoyés spéciaux au Liban, Véronique Tavo, Franck Brisset. Des avions de chasse de l'armée israélienne dans le ciel au-dessus de Beyrouth, une image presque quotidienne. Pourtant aujourd'hui, dans le camp palestinien de Mar Elias, la colère est montée d'un cran. 2000 personnes vivent ici tout près de Beyrouth. Chaque attaque israélienne sur le sud Liban est vécue comme une blessure supplémentaire.
Dans ce contexte politique très tendu, la décision d'amender la charte palestinienne est interprétée comme une véritable trahison. Pour tous, Libanais et Palestiniens, un seul responsable, Yasser Arafat. Yasser Arafat est à la solde de Pérez. Il lui a demandé d'annuler la charte et il l'a fait, alors que pendant ce temps-là, tous les jours, les Israéliens bombardent nos villages, tuent nos enfants. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a plus confiance. Comme en anglais, enough. Notre peuple palestinien en a marre de toutes ces concessions qui touchent et qui infligent beaucoup de pertes sur les droits nationaux. Réaction très vive dans les camps du Liban et incompréhension. Ici, pour les Palestiniens, le processus de paix est enterré et Yasser Arafat a tout simplement abandonné son peuple. On peut dire ce soir, Philippe Arwar, c'est qu'on a assisté à un fâcheux télescopage d'événements. Oui et non, parce que le Proche-Orient étant ce qu'il est avec sa complexité et ses contradictions, la paix entre Israël et ses voisins se construit tant bien que mal en ordre dispersé. Un règlement avec l'Égypte il y a 20 ans, puis plus récemment avec la Jordanie. Avec les Palestiniens, c'est en cours. Yasser Arafat, sans tenir compte des cris de ses opposants, a pris le risque de jouer franc jeu avec Shimon Peres, et cela lui réussit. En renonçant à la lutte armée contre Israël, le LP voit donc poindre à l'horizon la création d'un État palestinien. Son but suprême, ce qu'admet aujourd'hui, on l'a vu, le Parti travailliste israélien, c'est une réelle avancée. Quant au conflit libanais, eh bien, Arafat ne s'en préoccupe guère. C'est une affaire qui concerne Israël avec la Syrie et le Liban. Or, il est au plus mal avec les autorités de Damas, de même qu'avec les Iraniens qui soutiennent ses adversaires du Hezbollah installés au sud Liban. Donc, la paix globale au Proche-Orient passe par le chacun pour soi et beaucoup de patience. Merci. À Nice, classement sans suite de l'enquête préliminaire sur un réseau pédophile impliquant des magistrats niçois à la suite de déclarations d'une petite fille de 5 ans. Certains magistrats demandent au contraire l'ouverture officielle d'une information judiciaire, et cela pour pouvoir laver leur honneur. En Corse, la police a semble-t-il identifié les armes utilisées pour l'assassinat de Jean-François Philippi, l'ancien président du Sporting Club de Bastia. Ce meurtre, qui remonte au 26 décembre 1994, n'a toujours pas été élucidé. Les policiers avaient découvert à la suite d'un hold-up à Bastia une importante cache d'armes dans un appartement. À mon tournoi de tennis de Monte-Carlo, Cédric Pioline s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi de tennis de cette principauté aux dépens de l'Ukrainien Andrei Medvedev. Moins de réussite en revanche pour Fabrice Santoro, éliminé cet après-midi par le Suédois Gustafsson. À noter également l'élimination de 2 têtes de série, Boris Becker et André Agassi. Le dicton vénitien du jour, à la Saint-Marc, Fernandez laisse la place. L'entraîneur du PSG va en effet quitter son poste d'entraîneur la saison prochaine. Successeur probable, Arsène Wenger. Commentaire, Christelle Bertrand. 18 avril, avant le match contre la Corogne, Luis Fernandez annonce à Michel Denisot qu'il ne veut plus entraîner le PSG. Ce matin, Michel Denisot confirmait le vrai faux départ de l'entraîneur. Il reste au club, il change de fonction, il va changer de fonction, donc on verra ça après. Entraîner le PSG, c'est beaucoup de pression. Fernandez est soulagé d'un poids. Son contrat se finit en juin prochain, mais ses objectifs n'ont pas changé. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on a encore 3 matchs en championnat, et que c'est un objectif qui m'a été fixé. Ensuite, il y a la finale de la Coupe d'Europe. On a envie de la ramener. Chez les joueurs, ce départ annoncé est paradoxalement synonyme de sérénité. Je pense que ça peut sûrement que soulager l'entraîneur, parce que je pense qu'à la fin, ces derniers temps, c'était une pression énorme sur ses épaules. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va être un petit peu plus libéré et pourra, je pense, aborder ces derniers défis avec plus de sérénité. Les mots de Youri Djorkaeff sont terribles. Il ne prononce pas le nom de Luis Fernandez. Il en parle comme si le cas Fernandez était déjà réglé. Dans les vestiaires du PSG, les rumeurs sont nombreuses. On parle notamment d'un violent incident qui aurait opposé durant ces derniers jours Fernandez à Djorkaeff et Bravo. C'est probablement le détonateur et l'explication de l'explosion d'aujourd'hui. L'information continue sur France 2 à 21 h, le magazine de la rédaction, envoyé spécial. Tout de suite, invité spécial avec ce soir le commandant Cousteau et Jacques Attali qui vont évoquer les risques du nucléaire à l'Est. Une émission enregistrée, ce qui explique qu'il ne sera pas fait allusion ce soir à la fuite qui a touché aujourd'hui la centrale de Tchernobyl.